Le couple, c'est le thème décliné en janvier, avec pour commencer l'interview de Julien Perron. Un vrai moment de bonheur. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Alors, bonjour Julien, merci infiniment d'avoir accepté ma demande, d'être là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le sujet du couple. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment ta spécialité par rapport à tout ce que tu fais. J'ai vu que tu faisais beaucoup de choses. Mais moi, j'ai vu notamment 2 textes que tu as partagés sur les réseaux qui ont beaucoup résonné en moi, que j'ai trouvé vraiment intéressants. Et voilà pourquoi je t'ai invité. Mais bon, mes auditeurs te connaissent peut-être pas, donc je vais te laisser un petit peu te présenter, puis après, on ira dans le vif du sujet. Ça marche. Merci Fabienne d'ailleurs de m'accueillir, hein, c'est chouette. C'est vrai que je parle très peu de couple, hein, on m'invite très rarement pour parler de couple. Moi, si je suis plus connu, si le terme est exact, connu, autour du monde de l'éducation et de la connaissance de soi. J'ai créé mon entreprise il y a plus de 20 ans maintenant. J'étais jeune, j'avais 23 ans à l'époque, j'en ai 43 aujourd'hui. Et en fait, j'ai créé plusieurs choses. J'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable à l'époque. C'est ce qui m'a permis en fait de lancer mon entreprise. Mais sans m'en rendre compte, hein, moi je voulais juste faire voyager les gens de la façon dont je voyage maintenant depuis une trentaine d'années. Et en réalité, tout ça était inexistant. Donc j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Finalement, ça m'a pas plu. J'ai pas aimé l'ambiance générale qu'il y avait dans le monde du tourisme, notamment j'allais dire de manière concurrentielle, même si moi je vois pas les autres comme des concurrents, mais voilà, c'est très dur en fait, c'est vraiment très très dur et ça correspond pas à mes énergies. Donc du coup, j'ai switché et on a créé à l'époque avec les gens avec qui je travaillais l'agence de communication Néo Bien-être, qui est une Mhm. agence qui est dédiée aux thérapeutes, au monde de la connaissance de soi, au développement personnel. Donc ça devait être en 2007 parce que moi je suis né dans une famille où on parle de tout ça depuis que je suis tout petit. Ah, Ma mère tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. On allait voir des iridologues, des sophrologues. Enfin bon, bref, on était vraiment plongé dedans avec un père très sportif qui a fait 42 marathons. Donc il faisait très attention aussi à l'alimentation, à l'hygiène de vie, etc. Et donc voilà, je crée cette agence pour démocratiser parce que peut-être que tu le sais, mais à l'époque, en 2003, quand on parlait de mots juste bien-être, on nous prenait pour une secte ou pour un voire mouvement sectaire, voire hippie, mais juste le mot bien-être. Alors je te raconte pas méditation ou yoga. Et donc moi, comme je baignais là-dedans depuis que j'étais gamin, je me disais c'est injuste en fait. Il y a tellement de bons professionnels dans ce secteur d'activité qu'on peut englober dans les médecines douces, le développement personnel, etc., que je voulais vraiment le démocratiser parce que j'ai vu que j'étais bon en tant qu'homme de communication. J'ai vu que j'avais une facilité à fédérer les gens autour de moi, que c'était mes qualités innées. Et puis depuis que l'agence de communication Néo Bien-être existe, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai réalisé des films, donc on peut considérer que je suis réalisateur et producteur de films. Le premier, c'est quoi le bonheur pour vous? Et le deuxième, c'est l'école de la vie, une génération pour tout changer. On s'est rajouté d'autres casquettes en devenant créateur d'événements. On a créé le festival pour l'école de la vie il y a 7 ans en arrière, qui se déroule à Montpellier tous les ans. Il y a 15 000 personnes qui viennent autour de l'éducation au château de Flaugergue. Et puis après, on a créé le congrès innovation en éducation, qui lui est beaucoup plus destiné aux enseignants et aux professionnels de l'éducation et aux parents qui s'intéressent à l'éducation, évidemment. Ça nous a amené à créer la marque Innovation en éducation. Et de là, on a découlé le podcast Innovation en éducation, un magazine papier Innovation en éducation, qui est distribué maintenant, il y a 7000 abonnés dans 40 pays. On a créé une académie qui s'appelle l'Académie Innovation en éducation, qui propose des programmes audio pour accompagner les futurs parents et les professionnels dans le monde de l'éducation. Et en parallèle de ça, on a créé une marque qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, qui est issue du film C'est quoi le bonheur pour vous, dans lequel on a décliné un podcast, donc qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous,
un congrès. Le premier congrès aura lieu en septembre 2023. Donc, le congrès, c'est quoi le bonheur pour vous? On a créé un jeu de cartes. C'est quoi le bonheur pour vous? Et puis là, je suis en train d'écrire des livres pour la maison d'édition Erol. C'est une collection qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et le premier livre sort en juin 2023, qui s'appelle donc C'est quoi le bonheur pour vous? En chemin vers soi. Alors, on fait d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Et en Ouais. gros, on peut considérer, en tout cas moi, c'est ce que je ressens profondément pour être très court, je me sens comme un jardinier. J'ai l'impression de semer des graines autour de moi depuis une vingtaine d'années dans le monde de l'éducation et dans le monde de la connaissance de soi. Ouais. Voilà. C'est magnifique cette idée de jardinier. Moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle S'aimer pour mieux semer. Donc, quand je disais qu'il y a vraiment des résonances, c'est marrant. C'est intéressant aussi. Enfin, moi, j'adore cette idée de l'éducation, des parents et justement, ben, le couple, c'est avant. Enfin, c'est avant. Ça tombe tout à fait quand même dans le sujet puisque avant d'être parent, ben, on peut former un couple. Donc, voilà. Mais c'est magnifique. En fait, tout ce que tu fais, c'est génial. Donc, il y a vraiment beaucoup de casquettes là, c'est pas trop des fois pas trop de pression, t'arrives enfin je pense que t'es bien entouré quoi, t'arrives à tout gérer, ça va. Oui, mais en fait, ce que je dis très souvent, c'est que c'est aussi pour ça que ces 10 dernières années, je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation. Mhm. Et donc, comme je te le disais, moi, je suis né dans une famille où déjà on était un peu là-dedans, quoi, quelque part. Mais pour autant, j'ai un grand frère qui a 50 plus que moi et qui, lui, n'a pas suivi cette direction. Il est resté très cartésien. Et en Oui. fait, moi, j'ai commencé à m'occuper de moi, on va dire, aller sur le chemin de la connaissance de soi, euh, allez, vers l'âge de 10 ans, en réalité, quoi. Waouh. Donc, ça a commencé hyper tôt. Ah bah Et oui. je me rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup pour une simple et bonne raison qui va être très pragmatique, c'est que j'ai mis en place dans ma vie ce que j'appelle une routine ou un rituel qui fait que je me fais passer en premier avant toute chose. Donc voilà, tous les matins, j'ai mon rituel d'1h30 où je m'occupe de moi à travers le yoga, des exercices sportifs, de la méditation, etc. Puis en fin de journée, j'ai une discipline, on va dire, où je m'arrête de travailler à 4h30 de l'après-midi pour continuer à prendre soin de moi après derrière. Donc là, en l'occurrence, je vais aller faire du vélo. Moi, je suis au bord de la mer, donc je vais aller nager, etc. Donc j'ai toute cette discipline qui fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit, hein, quasiment. Je voyage beaucoup aussi parce que ça fait partie de mon développement personnel. Et je sens en fait que j'ai besoin de ça Mhm. pour de la découverte, de l'horizon, de la beauté, de la rencontre, etc. Donc je cultive en fait tout ça. Je suis un Mhm. peu le jardinier pour moi-même, hein, quelque part. Et donc, Ouais. ce qui fait que à partir du moment où déjà je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, et que je fais quelque chose qui m'épanouit pleinement, dans lequel je me sens utile et dans lequel, comme je te disais, je sème des graines et je participe à une éclosion positive en fait autour de moi, Mhm. à des prises de conscience, à apporter un nouveau regard sur beaucoup de choses, je me sens utile. Et ça Mhm. fait partie notamment des dominantes du bonheur, avec le lien social, se sentir utile et voir en fait que nos actions portent quelque chose qui porte l'humanité, qui a vraiment une dimension humaniste en fait derrière Ouais. quoi. Donc quand tu es dans cette dimension-là, si on amène les enfants à aller dans cette dimension de se connaître, etc., tu en arrives à un moment donné à faire des choix professionnels. Soit tu crées une entreprise, soit tu vas dans une entreprise qui te donne du sens. Et dans Ouais. ce cas-là, ton métier, si c'en est un, parce que moi j'ai pas l'impression que ce soit un métier, participe pleinement dans un premier temps à ton épanouissement personnel. Et ça Mhm. devrait être comme ça en fait dans notre Ah bah société. oui. Ouais. Ça devrait être la base. Mais comme on nous apprend pas le domaine du savoir-être et de la connaissance de soi, et qu'on nous met sur des rails bien, bien ficelés, évidemment, pour la majorité d'entre nous, c'est pas forcément logique. À part quand j'en parle, quand je Mhm. discute avec des gens, évidemment, ils sont d'accord avec moi. Mais si on les amenait le plus tôt possible, dans ce cas-là, voilà, ils seraient comme moi, chacun serait utile avec ses compétences innées, avec qui il est. Et donc, dans ce cas-là, tu t'éclates, en fait. Moi, je m'éclate dans ce que je fais, quoi. Ouais, c'est magnifique ce partage et tellement parlant, cette importance de prendre soin de soi qui est pas forcément évident. Tu vois, là, quand je t'entends, je t'admire parce que pour moi, c'est pas tous les jours évident d'avoir une discipline ou de vraiment m'occuper de moi, mais c'est à quoi je suis attentive. Mais c'est clair que ça commence par là et l'éducation, c'est clair que c'est la base, quoi. Pardon. Attends, mais Voilà. moi, le premier, hein, je tiens quand même à souligner, tu vois, encore ce matin, là, je me suis mis à prendre des douches froides, par exemple. Je suis en train Ah de oui. tester ça. Ouais. Parce que j'ai vu les bienfaits, j'ai discuté avec Oui, des gens qui le font, etc. Donc, ça y est, j'ai commencé avant-hier. Tu vois, donc, c'est très oui. récent. Et là, je commence à mesurer l'effet que ça me donne. Tu vois, ça fait quelques jours, mais je soupçonne sur du long terme ce que ça peut m'apporter en termes de vitalité. Ah Je ouais. peux dire que ce matin, j'avais pas du tout envie de prendre une douche froide, hein. Ah. Mais vraiment pas, quoi. J'avais pas du tout envie. Et ça m'arrive plein de fois, à arriver à 4h30, de pas avoir envie d'aller faire du vélo. Mais en Mhm. fait, je crois que j'ai tellement pris l'habitude que je sais que quand je vais faire cette section de vélo, quand je vais faire mes exercices le matin, je sais qu'une fois que j'aurai terminé, je vais être dans une bonne énergie, dans une bonne vitalité. Mhm. Mais le gap pour franchir le pas,
je peux te dire que ça m'arrive plein de fois de pas du tout avoir envie, quoi. Mhm. Donc, je pense que c'est important de le rappeler, on est tous des êtres humains, et je suis pas un super-héros, hein, mais je sais les effets qu'il y a derrière, et je pense que c'est ça, en fait, qui me pousse à le faire, quoi. Mhm. Et le couple alors, dans tout ça, parce que ces notions-là, je pense qu'elles sont essentielles à comprendre dans le couple et j'aimerais bien justement que tu partages ta vision du couple, comment prendre soin de soi en étant dans le couple, parce que souvent, je vois que c'est pas évident de pas s'oublier par rapport à l'autre, d'être vraiment à l'écoute. Donc, voilà, ça fait partie des choses que j'ai envie de t'entendre, sur lesquelles j'ai envie Ouais. de t'entendre. Bah, j'ai envie de commencer par un idéal. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que moi, le sujet du couple, il me passionne aussi mais dans ma vie personnelle. Mhm. Et donc, du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Moi-même, bah, évidemment, j'ai eu aussi des relations, donc du coup, j'ai analysé. Et puis, j'ai une grille de lecture et je me considère un peu aussi comme un analyste. J'aime beaucoup observer, déjà m'observer et prendre du recul sur beaucoup de choses, en fait, dans ma vie. Donc, ce dont je vais te livrer, c'est juste le fruit de mon observation, de ma vie et de mon histoire, quoi. Et donc, moi, j'ai le sentiment que une relation idéale, peu importe, hein, que ce soit entre homme-homme, femme-femme, homme-femme, etc., peu importe, ça serait vraiment l'idée de se dire que, bah, déjà, il y a tout un domaine à faire en amont dont je parlais, c'est-à-dire le domaine de la connaissance de soi, d'où Mhm. l'éducation. Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait idéalement que chaque individu se connaisse profondément et passe du temps avec lui-même, apprenne à être seul aussi, parce que si déjà t'es pas bien seul et que l'autre personne va venir combler quelque chose, mais sans que tu le saches, hein, évidemment, pour beaucoup, c'est totalement inconscient. Bah, déjà, c'est bancal, en fait, d'origine. Donc, déjà, c'est être bien avec soi-même, c'est s'aimer quelque part, c'est s'épouser. Comme le dit une amie qui s'appelle Nathalie Oui, Lefebvre, quoi, de oui, s'épouser, quoi. oui, la bague, Ben voilà, c'est ça. la Et bague. ça, et ça, je crois que c'est déjà vraiment le premier pas, en fait, pour tout individu, quoi. Si déjà Mhm. t'es bien avec toi, t'as réglé, si t'as des choses à régler de ton enfance, plein de choses, tu vois. Si déjà, voilà, t'es vraiment bien avec toi et que t'es heureux et épanoui, que tu prends soin de toi, c'est le dénominateur commun. Donc, si on part du principe que les deux protagonistes font la même chose, déjà, on peut se laisser imaginer que c'est déjà une belle rencontre parce que c'est deux personnes qui cheminent chacun de leur côté et qui Mhm. ont conscience que, ben, la première chose à faire, c'est de prendre soin d'eux tous les jours, quoi. Une Mhm. fois que ça c'est fait, moi je pense que c'est un croisement de chemin. Tu sais, j'aime bien en fait cette idée qu'à un moment donné on se croise sur notre chemin et Mhm. peut-être qu'à un moment donné là où on se croise, c'est le bon moment pour continuer le chemin à deux. Mhm. Mais j'ai du mal à croire, je sais pas si c'est lié au fait que mes parents ont divorcé ou pas, mais j'ai du mal à croire que on puisse se dire qu'on va terminer toute notre vie avec quelqu'un, quoi. Mhm. Et c'est quelque chose qui me paraît quelque part improbable parce qu'on est 8 milliards d'individus sur notre planète, que bah, on est amené à rencontrer plein de monde normalement, hein. Si on a un minimum social, on rencontre plein de monde dans notre vie de tous les jours, dans les Mhm. transports, enfin tout le temps quoi en fait, on rencontre du monde. Donc il peut se passer à un moment donné une étincelle, une rencontre, quelque chose qui fait que ça pourrait remettre même en question en fait le couple dans lequel tu te trouves quoi. Donc Mhm. j'ai du mal à me dire qu'on puisse partir comme ça à vie ensemble, mais en tout cas j'aime bien l'image de se dire voilà, on se rencontre à un moment donné sur le chemin puis on fait chemin ensemble quoi. Et puis voilà, j'allais dire Inch'Allah et on voit jusqu'où on Mhm. va ensemble. Mais en tout cas, on essaye de kiffer. J'aime bien cette idée de kiffer Mhm. un maximum et de prendre beaucoup de joie et de bonheur dans le chemin, quoi. Mhm. Mais ça, c'est pas fini, j'ai envie de dire, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est bien, on a les bonnes bases. Mais après, il y a un troisième élément qui arrive, c'est le couple. C'est-à-dire qu'on a deux personnes et pour moi, après, il y a une troisième personne et c'est le couple. Mhm. Et c'est là où on voit ou pas si chacun a déjà su évoluer dans ses relations avant, en fait, et s'il Mhm. a réussi à tirer des conclusions, s'il y a eu des échecs à les comprendre et ne pas faire les mêmes erreurs derrière. Donc ça, Mhm. c'est encore une autre histoire après. C'est voir comment on peut, tous les deux, faire évoluer cette troisième personne qui est le couple. Mhm. Et donc, du coup, bah, au même titre qu'une autre personne, le nourrir, quoi, dans tous ses besoins, quoi, d'amour, j'allais dire, d'eau, enfin, de le nourrir pleinement pour qu'il soit épanoui. Et ça, je me rends compte que c'est très challengeant Mhm. parce que tout le monde n'est, et je pense que c'est parce qu'on nous a pas appris ça, tout le monde n'est pas réellement dans l'écoute. Ça s'apprend en fait d'écouter. Et je vois bien que dans nos relations, même amicales et donc aussi dans le couple, que finalement on s'écoute pas réellement quand on a des choses à dire ou s'il y a quelque chose qui va pas ou s'il y a quelque chose qui nous froisse, etc. Parce que on nous a pas appris, j'ai l'impression, à mesurer le degré d'émotion dans lequel la personne s'exprime. Mhm. Je te donne un exemple. Moi, j'aime bien cette échelle de 1 à 10. Imaginons à un moment donné, bah, on est ensemble, en couple, et puis il y a quelque chose en fait qui va pas et tu as envie d'en parler.
tu vas m'en parler, mais moi, je vais pas savoir dans quel degré émotionnel tu es quand tu m'en parles. Donc, il se peut que pour moi, ce soit pas si important que ça, alors que pour toi, c'est super important. Ouais. Et donc là, je pense que l'idéal serait de me dire, tu vois, en fait, Julien, sur une échelle de 1 à 10, ce que je suis en train de te dire, pour moi, là, émotionnellement, je suis à 10, quoi. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Et donc, du coup, bah, moi, en fait, je pourrais comprendre beaucoup mieux et me dire, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Et là, je trouve que la discussion serait peut-être plus équilibrée, quoi. On serait sur le même niveau, tu vois, émotionnel, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'écoute et après la communication. Et pourtant, moi, je me considère comme un homme de communication. Je vois bien que la communication est quand même c'est vraiment très compliqué, quoi. Vraiment très compliqué. Et pourtant, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et je suis avec aussi une personne qui est aussi dans cette dimension-là. Mais on voit bien qu'à un moment donné, on se fait rattraper par une espèce de pulsion, un élan en fait naturel qui est lié par notre conditionnement, hein, par notre histoire et tout, etc. Alors nous, ça va, j'allais dire, c'est que à un moment donné, on arrive à prendre le recul, à se rendre compte de ça. Donc du coup, bah après, on comprend et donc du coup, on peut le transformer. Mais comme la majorité des gens n'arrivent pas à prendre ce recul, bah du coup, ça devient très 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 compliqué en fait dans nos relations de couple, quoi. Mais vraiment je crois vraiment le point de départ, c'est de commencer à prendre soin de soi parce que déjà quand on est dans cette dynamique, ça veut dire qu'on est déjà dans une dynamique de s'écouter. Donc normalement, on écoute mieux aussi la personne avec qui on est. Enfin voilà, ça me paraît vraiment le point important. Tu as soulevé deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Le truc de l'échelle d'importance, je trouve, c'est génial. Vraiment, ça m'a donné des frissons. C'est un truc génial. Je vais le retenir. Okay. C'est tellement ça. Et quand tu dis la difficulté de communication, c'est justement en lien avec les émotions. C'est l'émotionnel. Tu peux très bien communiquer avec d'autres personnes. Bah, t'as pas forcément il y a pas d'enjeu, entre guillemets. Donc, c'est plus facile. Mais quand il y a l'émotion, c'est aussi pour ça que c'est plus compliqué. Puis, il y a quelque chose que tu as dit aussi tout au début. Et enfin, tu l'as pas tout à fait dit, mais moi, je rencontre des fois des personnes qui me disent « Oh, bah, de toute façon, il faut que j'attende que je sois vraiment bien pour rencontrer quelqu'un. » Et moi, ce que je leur dis, alors justement, chacun, on a sa vision, mais c'est que moi, ce que j'observe et ce que j'expérimente, c'est que je grandis avec. Moi, je suis mariée pour la 3e fois. Et c'est vrai que ce couple-là, c'est celui qui m'a aidé le plus à grandir parce que, par rapport à tout ce que tu dis, j'ai pris conscience de l'importance de m'occuper de moi et je commençais à oser dire. Mais j'observe qu'on grandit vraiment les deux ensemble. Hein, au début, quand j'ai rencontré mon mari, je me disais, mais pourquoi je rencontre quelqu'un comme ça? Lui, il n'était pas du tout dans ce milieu-là, mais il a évolué aussi vachement. Et moi, ça m'a aidé à aller voir des parts que je ne voulais pas voir. Et c'était hyper fort. Alors, je sais pas, quel est ton avis là-dessus? Parce que t'as pas tout à fait exprimé ça, mais il faut d'abord travailler sur soi. Enfin, ça peut se faire en même temps, d'après toi. Comment? Enfin, de toute façon, ça se fait en même temps, mais tu vois où on met c'est pas le curseur, mais parce qu'il y en a qui me disent ouais, mais de toute façon, il faut vraiment que j'apprenne à être seule, parce que sinon, j'arriverai jamais à être avec quelqu'un. Pour moi, c'est pas incompatible de l'apprendre ensemble. Mais je sais pas ton avis là-dessus, si tu vois. Oui, je te rejoins quelque part. En fait, quand je t'écoute, je me dis oui, c'est pas incompatible. Évidemment, ça me semble pas incompatible. Mais pour autant que tu en aies conscience. Voilà. Oui. Tu vois, Oui. et c'est ça, à mon sens, qui change beaucoup de choses, c'est que la majorité d'entre nous n'ont pas conscience en réalité de tout ça, quoi. On vient chercher une béquille chez l'autre, qu'on vient chercher ce que nous on n'a pas et tout, etc. Il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas, notamment parce que c'est peut-être pas intéressant forcément à la psychologie, tu vois, ne serait-ce que ça, quoi. Et donc si on part de ce postulat, évidemment c'est pas évident. Par contre, si tu en as conscience, là oui, c'est chouette d'avancer ensemble, mais il faut aussi que l'autre en ait conscience, évidemment. Il faut que les deux en aient conscience, quoi. Et ouais, pour moi, je dirais pas que c'est vraiment le primordial de d'abord être bien avec soi, d'avoir effacé toutes ses peurs et tout, etc., je sais pas, la jalousie, tout ce que tu veux. Mais d'un autre côté, forcément, c'est bancal si à un moment donné tu rentres dans un couple et que toi, il y a plein de choses que t'as pas su gérer en amont. À un moment donné, de toute façon, ça va ressortir. Oui. Si c'est pas dans ton couple, ça va ressortir au travail, ça va ressortir en amitié. Il y a quelque chose à un moment donné qui va faire que ça va ressortir. Je sais pas, une rencontre, un livre, un voyage, un film, une phrase, une citation, ça va générer un déclic et ça va faire ressortir ce truc-là, quoi. Et peu importe ce que c'est, quoi. Donc, c'est pour ça, une fois plus, que pour moi, ça paraît fondamental d'accompagner les enfants le plus tôt possible dans le domaine de la connaissance de soi, parce que on se mettrait pas ensemble comme on se met ensemble là dans notre société. Là, en fait, mais ouais, si tu observes bien, alors c'est peut-être juste mon observation, hein, je précise, moi, de ce que j'observe, c'est que les gens se mettent ensemble
parce que dans un grand premier temps, ils ont peur d'être seuls. On a une peur de la solitude qui est colossale. Nous, en France, on est quand même le premier pays à consommer le plus d'anxiolytiques, hein. Et c'est notamment lié à la peur. Alors la peur et donc évidemment aussi la peur d'être seul, donc la solitude. Donc déjà, évidemment, c'est pas le bon argument pour se mettre avec quelqu'un. Et puis après, donc il y a toutes les facettes conscientes et inconscientes que j'évoquais un petit peu, où là on se met avec quelqu'un parce qu'il va venir combler en réalité quelque chose. Mais si on regarde réellement profondément, moi je pense que au début, oui, il y a de l'amour, il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe, il y a un feeling qui passe et qui te donne envie en fait d'aller plus loin en fait dans cette relation avec cette personne. Mais je suis quasiment sûr que si on regarde profondément et l'un et chez l'autre, ils se mettent pas ensemble pour les bonnes raisons. Ah ben. Alors là, je te rejoins, mais à 100%. Moi, ma spécialité, ce que je kiffe à fond, c'est faire les thèmes d'alliance et de couple. Moi, les relations, ça me passionne. Et de voir justement... Et ça implique d'être honnête avec soi. Et c'est pas évident pour les gens parce que ils disent oh mais je l'aime. Non mais oui peut-être, mais d'une certaine façon. Mais si tu vas voir derrière, il y a toujours dans le tarot, notamment je fais les thèmes avec le tarot, tu vois les résonances. Pourquoi? Ah bah tiens celui-là ça c'est en difficulté. L'autre c'est sa ressource. Ah ouais tu peux aller voir ça. Avec le design humain aussi on peut faire des parallèles. Mais c'est génial, c'est incroyable, mais en même temps, ça peut des fois amener des grandes désillusions parce que tu dis, comme tu le disais, on est souvent tellement inconscient de ce mécanisme, mais ça fait partie de l'éducation. Et moi, je vois des fois que je dis des choses, mais ouais, vous êtes conditionné, ce que vous vivez, c'est en lien avec l'enfance. Il y en a, ils me regardent avec des yeux comme ça. Bah non, c'est pas possible. Bah si. Et quand tu es d'accord juste d'aller voir, d'accueillir cette vulnérabilité, justement dans le couple, c'est ça que je trouve génial et que j'ai vécu, que je vis avec René, c'est que tous les deux, même si moi, moi depuis 19 ans, j'ai fait ma première psychothérapie à 19 ans, donc j'ai toujours cherché, je suis dans ce milieu quand même depuis longtemps, moi j'en ai 54, il y avait encore des choses à aller voir et les deux, on a été d'accord d'aller voir. René, qui connaissait pas du tout, il a été d'accord de s'ouvrir et de s'ouvrir à cette vulnérabilité et de pouvoir la partager à l'autre. Et pour moi, ça relève de l'intimité. Tu vois, tu disais la communication. J'ai donné une conférence dimanche par rapport à ça, où les gens ont été touchés par rapport à ce que je disais. C'est oser pouvoir dire à l'autre vraiment ce qui nous blesse au plus profond. Oser exprimer cette vulnérabilité, oser dire à l'autre sans l'accuser, mais juste en parlant de soi. Oser se voir pour pouvoir exprimer à l'autre qui on est. Et c'est souvent ça qui est compliqué. Mais quand tu dis, quand on est justement conscient de ce qui nous anime, quand on se connaît, donc plus on se connaît, plus on peut le dire à l'autre parce qu'on n'est plus dans ce triangle victime, bourreau, coupable, donc sans l'accuser. C'est comme ça que ça peut grandir. Mais oui. Si tu regardes bien. Ah, oui. En réalité, on se met en couple de manière purement sociétale, hein, parce qu'après, tu as tout aussi la pression sociétale, tu sais. Plus tu avances dans l'âge, et puis on dit, oh là, comment ça se fait, t'es pas avec quelqu'un, t'as pas encore fait d'enfant, et tout, etc. Et on pourrait même aller encore plus loin, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est la société qui nous vend en fait le bonheur. C'est comme si la société avait dit, voilà ce que c'est le bonheur. Et le bonheur pour la société, c'est quoi? En tout cas, ce qu'on nous vend, hein, à travers les médias, etc. C'est donc se mettre en couple, après se marier, faire des enfants, avoir une belle maison avec un beau jardin, avoir un 4x4, un chien et un chat, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Je vois que tu as le chat. Oui, j'ai un chat, ouais. Mais je ne suis pas marié et j'ai pas d'enfant. Et donc, j'ai pas de 4x4 non plus, je me déplace à vélo. Et donc, ce que je vois, c'est que la majorité des gens, ils vont là-dedans, en fait. C'est ce qu'ils font. Et à un moment donné, moi, je me suis amusé à poser la question. Tu sais, j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et pendant 4 ans, j'ai sillonné la planète. J'ai été dans 25 pays. Et donc, en parallèle ou quand je leur posais la question C'est quoi le bonheur pour vous? En parallèle de ça, très souvent, je dormais, en fait, chez les gens. Je leur posais la question Pourquoi vous avez fait des enfants? Et je t'assure que les réponses étaient hallucinantes, hein. Pour ceux qui étaient vraiment, je vais dire, sincères et honnêtes, je les filmais pas, hein, c'était juste entre eux et moi. En fait, c'est toujours pareil, quoi. Ils ont fait des enfants, mais de manière purement sociétale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait des enfants parce qu'à un moment donné, ils s'ennuyaient dans leur couple. Et donc, ils se sont dit que ça allait réanimer, tu sais, la flamme. La flamme, ouais. Hein, ils font des enfants parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que c'est normal de faire des enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réflexion, en fait, c'est juste normal de faire des enfants, donc on fait des enfants. La réussite, c'est des personnes qui estimaient dans leur vie ne pas avoir réussi quelque chose, et là, en fait, le fait de faire des enfants, c'était leur propre réussite. Ok. Tu vois, je suis fier, en fait, de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'il y avait quelque chose d'autre, mais ça me vient pas à l'esprit. Mais en tout cas, tu vois, à travers ces exemples, on voit bien que il y a quasiment personne qui m'a dit par amour inconditionnel.
Ah, par amour, parce que je sentais que c'était mon chemin de vie et qu'il fallait que je le fasse. En fait, ça vibrait en moi et c'était très, très fort, tu vois. Personne ouais. ne m'a dit des trucs comme ça, quoi. Vraiment personne. Et quand j'observe après autour de moi, pareil, les gens qui ont des enfants, donc mon frère, le premier, etc. Mais en fait, moi, enfin, je sais pas toi, hein, mais moi, il y a personne qui me fait rêver, hein. Mm, Il y a personne qui me donne envie de faire des enfants, et qui me mm. dit, ah, où je me dis, ah ouais, bah, eux, ils sont heureux dans leur couple, ils ont trouvé le bon truc, etc. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que globalement, dans notre société, et peu importe dans le pays dans lequel on est conditionné très rapidement à avoir une vision en réalité de la vie, de ce que c'est le bonheur, la joie et tout, etc., qui est très conditionné. Et le plus difficile pour tout le monde, c'est justement de sortir de là. Parce qu'on te fait comprendre que si tu sors des rails, si tu vas dans les sentiers battus, oulala, attention là, Mm. oulala, tu risques quelque chose de très gros, quoi. Alors que en réalité, c'est là où justement il y a de la vie, quoi. C'est là où Bah tu te oui, retrouves toi-même, quoi. c'est Donc, l'inverse. c'est important de comprendre ça. Hein. C'est important, mais pas évident. Parce que justement, après, il y a la peur. Bah, si je sors des rails, je vais plus être aimé, je vais plus être accepté. Mais pourtant, c'est la clé, quoi. Hein, c'est vraiment Ouais. la clé. Mais c'est vrai que bah, c'est pour ça, de nouveau, on en revient à l'éducation, l'importance de d'éduquer au plus tôt, de faire prendre conscience au plus tôt. Moi, j'adore, parce que moi, je m'occupe aussi d'enfants ou d'ados. Puis, ils sont quand même un peu moins conditionnés hein, que les adultes. Donc, quand on leur explique, parce que moi, ben, là, je connais aussi l'énéagramme, je sais pas si tu connais l'énéagramme, mais 9 Oui, types de bien sûr. personnalité. Voilà, et puis avec le tarot, de leur expliquer comment ça fonctionne, comment leurs parents fonctionnent. Il y a une compréhension qui se passe, et puis il y a un apaisement, et puis une prise de conscience. Ah ouais, bah, je comprends mieux, je comprends l'importance de m'occuper de moi, d'être à l'écoute de mes désirs, d'être à l'écoute de mes émotions, et ça peut tout changer. Et c'est juste magique. Mais c'est vrai que ça commence par ça. Mais les adultes, des fois, quand je leur dis certaines choses, ils ont peur. Puis en fait, ils ont peur, mais après, ils se rendent compte que c'est tout simple. C'est ça aussi. Hein, Ouais. le premier truc, c'est oh, qu'est-ce qui va se passer? Mais après, quand tu as commencé, puis que tu as vraiment goûté et ressenti et compris, mais compris vraiment intégré, je veux dire. Pas compris avec la tête, c'est pas quelque chose qui se comprend avec la tête. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui se vit. Ben, ça peut tout changer. Ça peut Ouais. tout changer. Et c'est ça qui fait que ben voilà, on peut tout changer, hein, voilà, hein, mais oui. La clé du changement, la clé du changement, c'est nous, hein. Moi, j'aime beaucoup Oui, la citation de Gandhi, hein, de Gandhi, pardon. Sois le ah, changement que tu veux voir dans le monde. bien Parce que sûr. pour moi, ça résume tout. Mais je sais pas si tu le fais déjà, mais peut-être ça serait intéressant de poser la question quand tu fais des conférences, quand tu es en groupe, etc., de leur poser la question, c'est quoi l'amour pour vous? Mhm. Non, mais oui, c'est une bonne idée. Mhm. Ouais, parce que moi, je trouve que c'est un peu comme répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous? J'ai le sentiment que si là, on est 8 milliards d'individus, je pense qu'il y aurait 8 milliards de définitions différentes, tu vois, de Mhm. l'amour, quoi. Mhm. Et si c'est vraiment le cas, bah, tu verras en fait que ça pose la question de c'est quoi la réalité en réalité, quoi. Quand on parle d'amour, peut-être que on a notre propre interprétation émotionnelle, linguistique, cérébrale de ce que c'est l'amour. Et donc déjà, on part pas sur le même stade, tu vois. Mhm. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime et qu'une autre personne te dit aussi je t'aime, c'est pas le même stade émotionnel, tu vois. C'est pas Non. on voit pas les choses de la même manière, quoi. Mhm. Peut-être qu'il serait intéressant justement dans cette phase où on se met en couple de définir un peu tout ça ensemble, tu vois. Oui. C'est quoi en fait l'amour pour toi? C'est quoi tes rêves? Comment tu conçois? Je sais pas. Ouais, enfin plein de Coucou. choses, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Ouais. c'est rigolo ce que tu dis parce que dans le livre que j'ai écrit Envie d'aimer, c'est ce que je pose comme question. C'est quoi le couple pour toi? Comment tu vois? Parce que c'est essentiel d'être sur la même, enfin, pas d'être sur la même, mais au moins de savoir, j'entends les longueurs d'ordre, mais de savoir les références de chacun. Parce qu'après, ça crée des quiproquos. Au début, ben voilà, t'as les hormones, donc ça va, mais c'est après que des petites choses de rien sur non, des petites valeurs, il n'y a pas de petites valeurs, sur des valeurs ou des visions, ça peut devenir compliqué. Mais c'est clair que Complètement. c'est essentiel. Et Mais puis, nous, on s'amuse là avec ma compagne depuis quelques mois à essayer de dresser justement tout ce qui serait idéal, tu sais, pour quand on oui, se met en couple. Et il y a tellement de choses là, je les ai pas en tête. D'ailleurs, c'est dommage, on les a pas notées. En fait, ça fait partie de nos discussions quand on fait des oui, randos, tu vois, des trucs comme ça. oui, Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, qui peut être par exemple problématique dans le couple, c'est l'alimentation. oui, Imaginons, tu as une des personnes, je sais pas, qui a une tendance plutôt végétarienne, et puis l'autre bah, qui est pas du tout dans ce trip-là, quoi. Bah, rien que ça, déjà, ça peut causer des dysfonctionnements. Tu sais, à un moment donné dans le couple, ça peut devenir très compliqué. Je crois qu'il y a plein de petits micro-détails auxquels on pense pas, qui serait peut-être bon d'évoquer justement oui. avant de se mettre avec quelqu'un.
et qui nous permettrait de voir tout de suite si on part bien main dans la main dans la même direction, ou si oui, il va peut-être avoir des dysfonctionnements, mais peut-être qu'on peut trouver un arrangement, tu vois, Voilà. peut-être que on peut en parler et puis voir comment chacun peut compiler autour de ça, quoi. Mais je trouve qu'il y a trop de détails dans un couple pour lequel ça serait trop dommage de passer à côté, tu vois, avant de se lancer, quoi. Oui. Puis c'est intéressant parce que tu viens de soulever une chose importante. Tu l'as pas soulevé comme ça, mais ça m'a fait résonner à quelque chose. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent, ouais, quand tu es en couple, tu dois faire des compromis ou des concessions. Et moi, ça me fait bondir. Parce que justement, tu as utilisé le mot que j'aime, c'est justement trouver des solutions qui conviennent aux deux. Enfin, t'as pas dit tout à fait ça, mais c'est ça. Parce que dans la notion, pour moi, dans comment je le ressens, comment je conçois compromis et concession, on cède quelque chose à l'autre. Donc là-dedans, il y a quelque chose de frustration. Et le couple, pour moi, s'il est basé sur des frustrations, ça va pas aller, ça va pas. Parce que, justement, ces frustrations qui, au début, puis tu l'as dit, c'est des petits détails. Au début, c'est un petit truc, mais après, ça prend des proportions énormes parce que tu vas pas écouter ça et ça te bouffe et il y a de la colère dessous après. Alors que, quand on part du principe que, justement, c'est une collaboration, c'est une discussion, c'est un partage pour trouver des solutions qui conviennent aux deux. Mais souvent, on est dans une idée, l'autre a cette idée, puis chacun reste dans son idée, puis voilà, c'en est un qui cède. Mais pour moi, alors ça résonne pas, c'est pas juste, quoi. Et c'est important aussi de s'entendre sur ces choses-là et de vraiment poser les choses par rapport à ça. Moi, j'ai dit, je ne veux plus. Je sais aussi pourquoi je dis ça, parce que toute ma vie, j'ai fait des compromis et des concessions. Je me suis reniée dans mes relations. C'est aussi pour ça que le couple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis là pour apprendre à être moi dans la relation. Donc, la négation de moi, je connais bien, hein, mais là, c'est fini. Hein. Donc, plus compromis, plus de concessions, mais ça change tout aussi. Parce que tu vas plus te sacrifier, hein, entre guillemets, je dis ça, mais, enfin, c'est entre guillemets, mais le ressenti, c'est ça, je me sacrifie pour l'autre, quoi. Mais je pose les choses et on trouve des solutions. On trouve des solutions, il y en a toujours. Enfin, c'est super important ce que tu dis. C'est super important parce que ça fait partie aussi de nos sujets de discussion. De nos observations, chacun, on a vraiment observé qu'à un moment donné, en fait, dans le couple, justement, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de concessions par rapport à l'autre. Mais c'est pas dit, en réalité, tu vois. C'est sous couvert d'amour, c'est sous couvert pour faire plaisir, etc. Mais en réalité, t'es pas toi. C'est-à-dire, en fait, tu te respectes pas au final, quoi. Exact. Et ça, c'est vraiment aussi un postulat qui est hyper important. C'est dès le départ aussi, voilà, dans ces discussions qu'on peut avoir, comprendre justement la mécanique de si toi t'as pas envie, je vais dire une bêtise, hein, je sais pas, d'aller au cinéma, tu vas pas au cinéma, quoi, c'est pas grave, quoi, tu feras autre chose. Et puis moi, si j'ai envie d'aller au cinéma, j'irai au cinéma. Et puis après, on se retrouve à un autre endroit et puis on fera quelque chose ensemble et tout, etc. Mais que chacun essaye de trouver vraiment cet équilibre entre les deux, où personne ne fait vraiment une concession qui, mis bout à bout avec le temps, et parfois c'est juste quelques mois, qui fait qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu vas mettre ta brosse à dents, je sais pas, dans le verre, et d'un coup elle va exploser la personne, mais c'est pas lié à la brosse à dents. Non. Qui sont passés avant, quoi. Oui, exactement. Et ça, c'est beaucoup quand les gens, justement, ne se respectent pas et qui vont plutôt dans le sens de l'autre personne. C'est plutôt des suiveurs, tu vois. Oui. Et en fait, tu remarques assez souvent dans les couples qu'il y a un leader et un suiveur. Il y a quelqu'un qui prend un peu le dessus. Alors, on dit souvent c'est lui qui porte la culotte et tout, etc. Mais ça peut pas être une relation saine, tu vois. En tout cas, si c'est pas dit, si c'est pas acté, si on n'en parle pas, si c'est pas visible, il y a forcément l'une des deux personnes qui en pâtit, quoi. Donc la communication en amont est vraiment importante. Quand je dis en amont, je parle pas de speed dating, hein. Je dis pas, on va se poser toutes les questions avant de sortir ensemble. C'est pas ça. Moi, je crois profondément tu rencontres quelqu'un, t'as les papillons, il se passe quelque chose et tout, etc. T'as envie d'aller plus loin, etc. Mais c'est justement dans les débuts, tu vois, où c'est intéressant de parler de tout ça, pas de se poser en mode psychologue, quoi, mais de parler, de parler vraiment de tout ça et de comprendre. Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai besoin de voyager. J'adore être dans la nature. J'adore faire des randonnées. Je suis quelqu'un de sportif, etc. Je pense que si j'étais avec quelqu'un qui n'était pas un minimum à aimer la nature, à aimer faire des randonnées, etc., ça pourrait créer un dysfonctionnement à un moment donné. On pourrait peut-être le combler sur autre chose, tu vois, trouver des activités communes. Mais comme c'est un truc qui est important pour moi, c'est aussi quelque chose qui est important de partager aussi avec la personne. Et donc, ça peut paraître anodin, mais cumulé avec le temps et le mois, etc., à un moment donné, ça crée des déséquilibres, quoi. Donc, il faut être très attentif, en fait, à tout ça. C'est quels sont mes besoins? Quels sont tes besoins?
qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu attends du couple et tout, etc. Est-ce que moi, ça me correspond? Enfin, voilà, vraiment avoir ces discussions qui, pour moi, sont passionnantes. D'ailleurs, il y a des jeux de cartes, il y a des jeux de société qui amènent, en fait, ces discussions. Donc, tu vois, ça peut être très sympa, à un moment donné, de se retrouver chez soi, puis de jouer à des jeux de cartes comme ça, où on se pose des questions qui ne viendraient peut-être pas à l'esprit, mais du coup, le jeu vient l'amener, puis en même temps, il y a un côté qui est ludique. Et donc, voilà, on apprend à se connaître de manière ludique. Voilà, peut-être une idée qui pourrait aider les gens, parce que pas évident hein, d'amener des sujets qui sont un peu sérieux, quoi, entre guillemets, quoi. Non, c'est pas évident. Mais zut, ça a soulevé quelque chose et j'ai oublié maintenant. Mince. Oui, par rapport aux besoins, mais aux valeurs aussi. Je pense que les valeurs, parce que si on n'a pas les mêmes valeurs, mais c'est essentiel ce que tu dis, parce que des fois on dit c'est pas si grave, ouais, bah, il aime faire ça, moi pas. Mais je vois vraiment à la langue après ça fait un décalage et on s'éloigne. Et justement, quand on est dans cette perspective de s'occuper de soi, on veut plus se renier. Donc il y a des choses, on veut se respecter, qu'on aime faire. Si l'autre aime pas les faire, on va dire oui, mais moi ça m'anime vraiment, j'ai vraiment envie de le faire. Et l'autre après il peut se sentir délaissé ou abandonné ou pas, ou s'il a pas de passion comme nous. C'est pas évident. Mais d'où l'importance au début d'être honnête avec soi et puis de voir ou de faire autrement, je sais pas, mais ces choses-là, comme pour toi, c'est essentiel, c'est quasi vital, quoi. C'est toi. Et si l'autre partage pas, c'est vrai, il y a quand même un minimum à partager. Et puis je sais pas même si c'est le bon mot de dire un minimum à partager, mais si on est avec quelqu'un, c'est pas pour rien, quoi. Donc et sans jugement, jugement. Oui. Alors, je précise jugement parce que de ce que j'ai observé, c'est que plus un individu progresse sur son chemin personnel, si l'autre personne, elle ne le fait pas, plus elle progresse et plus il y a un décalage qui se crée. Oui. Et donc, très souvent, en fait, on se comprend pas déjà parce que, évidemment, on accède à d'autres choses, à d'autres informations, on découvre d'autres choses, etc. Et donc, l'autre personne peut vite juger. Oui. Et donc, c'est vrai que ça aussi, c'est une notion qui est importante dans le domaine de la connaissance de soi. C'est de pas juger l'autre en réalité, quoi. On est tous différents, de bien comprendre qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas forcément aussi les mêmes valeurs, on n'est pas attiré par les mêmes choses, les mêmes objectifs de vie, la même perception de la vie, de la spiritualité, de la nature, de plein de choses, quoi. Donc, déjà, de se dire, bon, ok, je vais pas juger, je vais juste écouter. Ok, peut-être que moi, ça me parle pas, en fait, ce que tu dis. Mais si telle chose devait arriver, là, pour le coup, c'est bien de se poser les bonnes questions, quoi. Parce que si, par exemple, on n'est pas d'accord sur est-ce que c'est important de cultiver de la spiritualité à titre personnel et dans son couple? Moi, j'entends par spiritualité, pour que les gens comprennent, ça n'a rien de religieux. Je parle pas de religion. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de beaucoup plus c'est impalpable. Pour donner un exemple, ma façon de cultiver la spiritualité, c'est quand je suis en pleine nature. Moi, je me sens connecté avec le vivant. Je me sens connecté avec la vie tout autour de moi. J'aime bien d'ailleurs partir, dormir sous ma tente, d'être en pleine nature, loin de la pollution sonore et tout, etc. Parce que je me sens totalement connecté avec les animaux et tout, etc. À tel point qu'ils viennent me voir. Donc, c'est pas juste une connexion qui est spirituelle. Hein. C'est que, pour les gens qui me côtoient, à chaque fois, ils hallucinent quand ils sont avec moi parce qu'il y a une biche qui vient nous voir, j'ai le papillon qui se pose sur moi. Enfin, voilà. Mais je pense que parce que je les reconnais, en fait, je les reconnais comme des frères, comme des sœurs et comme des êtres vivants. Et donc, pour moi, c'est une forme de spiritualité. Oui. Moi, je crois aussi, pourquoi pas, à une vie qui serait hors de notre système solaire. Oui. Peu importe ce que c'est, quoi. Je pense qu'il y a une énergie qui est très forte autour de nous. Je ne sais pas la palper, mais j'ai l'impression que cette énergie, elle nous relie les uns avec les autres. Oui. Et c'est purement intuitif, mais pour moi, c'est aussi une forme de spiritualité. Donc, tu vois, toutes ces petites notions, par exemple, si on n'est pas d'accord l'un et l'autre là-dessus, ou si l'autre n'est pas un peu minimum ouvert à dire, bon, ok, c'est ta vision, mais moi, c'est pas forcément ça. Moi, pour moi, la spiritualité, c'est Jésus-Christ, par exemple. On s'en fout. Mais si l'autre est tout de suite dans le jugement et qui te dit, oh là là, mais là, je suis avec quelqu'un de perché, bon, c'est juste pas possible, quoi. Donc, il y a ces notions-là aussi à s'accorder quand on est en couple. C'est de voir vraiment qu'on a une perception de la vie globale qui est à peu près identique, quoi. Parce que sinon, on va être sur des désaccords sur beaucoup de choses, quoi. Ouais, puis ça crée des tensions, ça crée des frustrations et voilà, et ça crée un mal-être, hein, parce que forcément, on va pas se sentir entendu, hein, on va pas se sentir reconnu d'une certaine façon, hein, parce qu'on a aussi besoin quand même d'être reconnu par l'autre, hein. Si c'est pas un truc justement
comme on disait, on rencontre l'autre par rapport à nos manques, le besoin de reconnaissance. Mais là, c'est différent dans le couple. Plus on prend conscience, plus c'est normal d'être entendu, reconnu à ce niveau-là. Si on est trop divergent, on peut pas se rejoindre, quoi. Non, et puis surtout aussi comprendre que on donne pas de l'amour de la même manière. Je sais pas si donner c'est le bon terme, mais en tout cas, on n'apporte pas notre amour à l'autre personne de manière différente. Par exemple, nous, on a cette chance là avec ma compagne que notre façon d'exprimer notre amour, c'est plus juste, c'est de partager des moments de qualité. C'est notre façon à nous d'exprimer notre amour pour l'autre. Oui. En fait, on se sent vraiment pleinement dans notre amour quand on partage des moments de qualité. Et pour nous, les moments de qualité, par exemple, ça va être en pleine nature. Ça, c'est un exemple. Pour d'autres personnes, exprimer leur amour, ça va être de faire des cadeaux. Oui. Pour une autre personne, ça va être d'avoir des petites attentions tous les jours. On a tous une manière très différente d'exprimer notre amour. Et ça, rien que de comprendre ça, c'est normal. Ça change mais énormément de choses dans le couple. Parce que ça se trouve, une personne dans le couple, elle va faire plein de choses pour montrer son amour, et l'autre personne, mais elle va rien voir du tout, quoi. Tu vois, parce que ça rentre pas du tout, pour elle, c'est pas comme ça, en fait, qu'on est amoureux, qu'on exprime son amour. Mais ça, voilà, comprendre qu'on est tous différents déjà à ce niveau-là, ça fait déjà gagner aussi beaucoup de temps, quoi. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti, enfin qui existe depuis un moment, sur les 7 langages de l'amour, je crois, ou quelque chose. Exactement, j'allais en parler, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un très bon livre qui permet, voilà, de mesurer et de voir qu'on a vraiment tous des manières très différentes d'exprimer notre amour. Il y en a qui vont être très verbales aussi, qui vont dire très souvent je t'aime et tout, etc. Il y en a qui vont être très expressifs, d'autres qui vont être plus discrets. Enfin, voilà. Je crois que c'est vraiment important aussi de s'intéresser, tu vois, tout simplement, en fait, s'intéresser à soi, s'intéresser à l'autre, s'intéresser à l'homme, quoi, à l'être humain, quoi, en fait. Alors moi, c'est pour ça que la rencontre avec l'énéagramme a transformé ma vie, parce que moi j'étais très dans le jugement et radical sur certaines choses, hein, et puis intolérante, on va dire aussi, hein, vraiment, on peut le dire. Et ça m'a vraiment montré justement qu'on avait tous des différentes façons de voir les choses, de ressentir. Et puis là, c'est la même chose avec ce livre, quoi. C'est sortir de cette idée que on est tous pareils, ou sortir de cette idée qui devrait comprendre, hein, parce que des fois on entend ça aussi, il devrait comprendre. Non, si on dit pas vraiment les choses. Et c'est aussi ce que tu as soulevé, c'est vraiment s'intéresser à l'autre. Soit ok, je vais me respecter et tout, mais après, après c'est en même temps, mais l'autre, comment il vit ça, comment il ressent ça? Et de nouveau, l'importance de communiquer et de pouvoir, je reviens à cette notion d'intimité, hein, de pouvoir parler du plus profond de nous, de ce qui nous anime, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être blessé, et surtout sans accuser ni juger l'autre. Et mais c'est déjà, pour moi, ça commence déjà avec l'intimité envers soi-même, de se dire les choses sur tous les sujets, même les plus, entre guillemets, tabous, puis même pas entre guillemets, même les plus... qui sont le plus difficiles à l'intérieur de nous, d'être honnête avec soi sur tous ces plans pour partager à l'autre, mais en ayant aussi cette connaissance de l'autre. Mais complètement. Pour moi, quand tu parles d'intimité, ça me fait penser aussi à la sexualité. Oui. C'est un sujet qui est quand même, je trouve, très tabou dans notre société, la sexualité. Alors moi, je suis hyper à l'aise avec tout ça. Ce que j'observe, donc à travers mes filtres, c'est que déjà, moi, de mon époque, moi, je suis né en 78, on n'avait pas accès à tous les films porno sur lesquels on peut avoir accès, donc notamment sur Internet, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a un téléphone peut aller consulter des films porno, quoi. Donc, je trouve qu'on a complètement biaisé déjà notre vision de ce que c'est la sexualité à travers la pornographie, quoi. Donc déjà, ça, c'est important aussi de le comprendre. Ce que vous voyez dans ces films-là, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Pour moi, pour faire très court, la sexualité, avant tout, elle doit être festive. Elle doit être joyeuse, ça va être avant tout un bon moment en fait, tout simplement qu'on passe ensemble, mais sans pression. C'est-à-dire que la pression dans notre société, c'est l'orgasme en gros, quoi. Parce que si t'as pas d'orgasme, en gros, t'as pas fait l'amour quoi avec ton partenaire quoi. C'est-à-dire qu'on oublie tout le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préliminaires, c'est pas faire l'amour. Ça veut dire que tout ce qui se passe en fait, toutes les caresses, tout ce qui se fait en fait, qui fait qu'on est en train de fusionner. C'est-à-dire que c'est pas de l'amour, mais si, carrément, tout ça, c'est faire l'amour, quoi. Donc, se rappeler que l'objectif, c'est pas l'orgasme, mais l'objectif, c'est avant tout de prendre du plaisir et que ça soit vraiment joyeux et festif, c'est déjà aussi énorme, je trouve, dans notre société où il y a une grosse pression sociétale
pour atteindre l'orgasme, etc., etc., quoi. Donc voilà, essayons de se rappeler qu'à un moment, c'est plutôt un bon moment à partager ensemble, quoi. Voilà. J'adore parce que justement, c'est se lâcher la grappe aussi là-dessus, sur tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous montre, sur la pression. Et je reviens juste au CD, enfin au poème là que j'ai fait, justement, des poèmes sensuels, mais simples, pour ramener, j'adore ce côté que tu as dit, ludique, la simplicité, enfin, tu n'as pas utilisé ludique, mais festif. Ouais. C'est tellement ça. Mais c'est la sexualité, mais c'est la vie aussi, hein, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression qu'on se met, mais aussi, alors après, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais on entend beaucoup parler de sexualité sacrée. Puis les gens, ils se mettent aussi une pression par rapport à ça et ils oublient juste d'être dans le moment avec ce qu'il y a là et ils s'imaginent qu'on doit faire l'amour de telle façon, que ça doit être comme ça. Mais c'est, enfin, moi, ça me fait aussi un peu froid dans le dos, quoi, parce qu'on oublie la vie, on oublie d'être à l'écoute de nous, de notre corps et de vivre simplement ce qui est là. On va se mettre encore des objectifs. Des objectifs, voilà, par rapport à ça. Alors, ouais, non, c'est vrai. Alors, ce dont tu parles, la sexualité sacrée, elle concerne beaucoup plus les gens qui sont déjà dans un cheminement personnel, qui sont dans le monde de la connaissance de soi. Ça, c'est vrai que voilà, on parle de tantrisme et tout, etc. Alors moi, ce que je pense, c'est que j'adore en fait l'idée de cultiver notre curiosité, parce que je trouve que dans notre société, on cultive pas notre curiosité. oui. Et je trouve que de la cultiver aussi dans le monde de la sexualité, ça peut être intéressant. Pourquoi pas essayer des choses, mais tant que ça reste joyeux. Oui. Tant que ça reste rigolo et qu'on passe un bon moment. Alors l'idée, c'est pas de se fendre la poire non plus, hein, c'est pas ça l'idée, mais que voilà, qu'on soit détaché et qu'il n'y ait pas de d'objectif, quoi, tu vois. D'attente par rapport à un résultat. Ouais, qu'on soit juste dans le moment, juste dans l'instant et qu'on essaye des choses et puis voilà, on voit en fait si on kiffe pas, si ça nous correspond ou si ça ne nous correspond pas et puis voilà, et puis si c'est au mieux, on aura passé un bon moment à tester les choses et puis voilà, et puis si on a envie de tester d'autres choses, il y a plein d'autres formes de sexualité, hein. Moi, je suis le premier partisan à dire que la sexualité, c'est pas forcément avec la pénétration, hein. Donc il y a plein de choses à aller explorer qui sont hyper intéressantes, mais tant que ça se fait de manière joyeuse, ludique, j'allais dire conviviale, c'est pas le terme, quoi, mais voilà que, ouais, je trouve qu'il y a trop de pression et pour les garçons et pour les filles, hein, ça va vraiment dans les deux. Chacun a une pression différente, mais il y a vraiment trop de pression, quoi. Il faut vraiment essayer du mieux qu'on peut de se détacher de tout ça, quoi. Mais je sais que c'est pas évident, hein. Je sais que c'est un long cheminement. Et en tout cas, c'est possible. C'est un long cheminement et malheureusement c'est souvent tabou, les gens n'osent pas en parler. Alors comme moi c'est aussi quelque chose voilà, qui depuis toujours qui m'a intéressée, donc moi je l'amène très souvent dans les rendez-vous et souvent il y a un problème, quoi, voilà. Ah oui. Mais c'est comme ça que justement on peut aller amener une autre vision, qu'on peut aller guérir parce que voilà, souvent c'est en lien avec des choses vécues aussi dans l'enfance. Mais pour moi c'est hyper important parce que la sexualité, ça peut être la communion, ça peut être tellement puissant et amener tellement. Alors c'est en ça qu'on peut peut-être parler de sexualité sacrée, dans le sens que quand on est vraiment dans cette intimité, quand on ose être soi et qu'on le partage avec l'autre, c'est juste magique. Et l'énergie qui se dégage, mais c'est puissance je sais pas combien. On est deux, mais c'est pas puissance 2, c'est puissance je sais pas quoi. Et c'est ça aussi que dans le couple, ce que j'observe, plus on va chacun à la rencontre de soi, plus les moments d'intimité peuvent être puissants. Puis comme tu dis, sexualité, il y a plein de choses qu'on peut aller dedans. L'intimité, il n'y a pas de façon de faire spéciale, mais c'est dans ce qu'on peut ressentir et qui peut se dégager dans le être ensemble. Parce que tu vois, même quand tu vas camper là et que tu es dans la nature, les moments avec l'autre que tu peux ressentir, c'est de cet ordre-là aussi. C'est une communion et ce qui se dégage, c'est un truc qu'on peut pas vraiment, on peut pas le définir, on peut pas l'expliquer, on peut juste le ressentir. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on le ressent, je sais pas si ça résonne pour toi, mais on sait que ça participe à quelque chose de plus grand, enfin que c'est, je sais pas, c'est d'une nature, comme tu disais avant, des choses qu'on peut pas expliquer, quoi. Tu le sens. C'est comme ton lien avec les animaux, c'est cette communion avec le tout. Tu te sens appartenir au tout. Et tu sais aussi que, en te permettant ça, enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, quand vous vous permettez d'être vous permettez à d'autres d'être vous, parce que par résonance, ça agit tout autour de nous. Et c'est juste délicieux. Donc, tu reçois encore plus parce que il y a cette conscience derrière, je veux dire. C'est pas mental, tu y penses pas, mais tu le ressens. Il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont importantes pour moi. C'est que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas.
mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante. Mhm. Donc, on a vraiment, j'allais dire, tout intérêt à la cultiver, à l'enrichir, à la choyer, etc. Mhm. Évidemment, sans se mettre de pression. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le domaine de la connaissance de soi, hein. Il n'y a pas d'outil de mesure. Mais par contre, tu le ressens, comme tu le dis. Oui. C'est une énergie, si on apprend justement à aller dans ce sens-là, à se détacher, etc., qui est une énergie après qui nous aide dans notre vie de tous les jours. Mhm. C'est pas juste sur le moment de l'acte, c'est que cette énergie, après, on peut, ouais, j'allais dire, l'appliquer dans notre vie personnelle et professionnelle. Et ça, on le sait pas forcément. Donc, c'est une énergie qui est très, très, très puissante. Donc, à choyer. Et puis, effectivement, il faut rappeler quand même aussi que dans le couple, enfin, faut pas se voiler la face. Si ça se passe pas très bien sexuellement avec l'autre partenaire, c'est un des points aussi qui peut être quand même embêtant sur du long terme, quoi. Ah bah oui. Donc, l'harmonie, se comprendre, ne pas être dans le jugement, ne pas être parce que des fois ça peut arriver aussi quand on n'est pas dans un cheminement d'avoir des réflexions quand on fait tu vois quand on fait l'amour ou après l'amour qui peuvent être totalement destructeurs pour l'une ou pour l'autre personne. Mhm. Voilà, donc de se détacher de tout ça et de se rendre compte voilà que c'est une belle énergie, ça c'est un point qui est important. Et le deuxième point dont tu parles, c'est tu sais moi quand je prends tout ce temps toute cette énergie et le temps que je mets pour m'occuper de moi, parce que c'est du temps et de l'énergie, où je te disais, parfois j'ai vraiment pas du tout envie, quoi. Mhm. Il y a une partie de la population qui dit que c'est égoïste, tu sais, de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Mhm. Donc moi, évidemment, je suis pas d'accord avec ça. Non, moi non plus. Et là où je rejoins ce que tu dis, c'est que moi, quand je fais ça, je sais que je participe à quelque chose qui est plus grand que moi. Mhm. Je sais que quand je prends soin de moi, j'inspire aussi les autres, que je le veuille ou non, à prendre soin d'eux. Quand je les rencontre, quand ils me suivent dans mes activités, tout, etc. Parce qu'ils voient aussi que je dégage une certaine énergie, que je suis bien dans ma tête, que je suis bien dans mon corps, que ce qu'on met en place avec toutes les personnes qui m'entourent participe à quelque chose de positif. Donc, ça continue encore et encore d'inspirer. Donc, il faut conscientiser que quand on prend soin de soi, en réalité, on prend soin du collectif. Donc, Oui. c'est pas un truc qui est unipersonnel et égocentrique. Ça a une résonance qui est beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer et donc du coup ça agit aussi sur les autres. Donc Mhm. quand tu prends soin de toi, tu prends soin des autres aussi, que tu le veuilles ou non, en fait c'est comme ça. Donc si tu es dans cette dynamique un peu philanthropique, eh ben raison de plus justement pour prendre soin de toi, parce que tu vas amener les gens aussi à dire mais non mais c'est dingue lui, comment il fait? Peut-être que ça, ouais, ils vont te poser les questions, ne serait-ce que ta présence. Moi, on me dit très souvent que quand on est en ma présence, je me jette pas de fleurs, ça n'a rien à voir avec ça, mais on me le dit souvent, ça apaise les gens. Les gens sont plus apaisés, quoi. Et Mhm. ben, je pense que c'est lié au fait, justement, que je prends soin de moi et que, voilà, tu vois. Et donc, voilà un exemple qui permet de dire que même si tu dis rien, a priori, l'énergie que tu dégages quand tu prends soin de toi peut aussi, tu vois, aider les gens quelque part autour de toi, les apaiser. Amma, je sais pas pour ceux qui connaissent Oui, peut-être oui, pas Amma. oui. Amma, c'est une dame qui enlace les gens. En fait, sa religion, c'est l'amour, hein, si c'est une religion. Et ben, enfin, pour ceux qui connaissent pas, quand elle se déplace un peu partout comme ça dans le monde, quand elle fait des sessions, c'est quasiment pendant 24 heures qu'elle va enlacer des gens. Donc, moi, je trouve que humainement, ça me paraît hallucinant. Mhm. Mais dans mon raisonnement pragmatique, je me dis, pourquoi elle arrive à le faire? Parce qu'elle se lève qu'une fois, a priori, pour aller faire pipi, et après elle revient. C'est que justement, elle est dans ce transfert d'énergie en permanence d'amour. On est Mhm. encore dans de l'énergie, quoi, en gros, quoi. Donc, juste en étant là, posée et en enlaçant les gens, elle transfère de l'énergie, mais en même temps, elle le reçoit. On est dans des cercles vertueux et dans ce que je te disais tout à l'heure, où j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de grand flot d'énergie qui nous connecte les uns aux autres. Donc, Mhm. quand tu prends soin de toi, ben, en fait, cette énergie, elle est véhiculée aussi aux autres autour de toi. Oui, c'est évident, c'est évident. Ouais, c'est Et ça. moi, c'est ce qui m'anime aussi à partager tout ce que je partage. Moi, je dis, mon credo, c'est plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Mais c'est ça. Voilà, et ça rejoint, on peut le transposer à tout, quoi. Mais c'est exactement ça. Alors, je me dis, peut-être que les gens, s'ils sont pas préparés à ce genre de discours, ils vont se dire, voilà, c'est un discours qui est perché, qui est spirituel. Mais moi, je vais leur dire, mais remettez totalement en question ce que je suis en train de vous dire. Soyez Mhm. un peu curieux. Bah oui. Voilà, allez faire vos propres recherches. À Mhm. l'heure d'aujourd'hui, et je vous aurais pas dit la même chose en 2003, vous allez dans n'importe quelle librairie en France, il y a des champs entiers de bouquins en développement personnel, en connaissance de soi, autour de l'amour, autour du couple et tout, etc. Vous allez sur Internet, il y a des conférenciers à tout va, il y a des formations. Maintenant, là, en 2022, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour répondre à nos propres questionnements autour du domaine du bien-être et de la connaissance de soi. Donc, ne croyez pas à 100% ce que je vous dis. Remettez en question ce que je vous dis. Si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec plein de choses, faites vos propres recherches et vous allez vous-même avoir votre propre vérité et découvrir des choses.
Et ça, je crois que c'est aussi important de le dire, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité, on a nos propres vérités aussi, et c'est important d'aller chercher par soi-même et d'être un peu un chercheur, tu sais, pour soi-même, quoi. Ouais, chercher et expérimenter. Exactement. Chercher, voilà, c'est une chose, mais après, c'est ah bah tiens, ça résonne, je vais expérimenter. Puis après, on peut être à l'écoute de ce qui est juste pour nous, quoi. Ouais, c'est important cette précision-là, parce que c'est vrai, j'oublie parfois de dire ne croyez pas à tout ce que je dis, mais expérimentez. Mais oui, mais c'est tellement ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, parce qu'une vérité pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Exactement. Donc c'est vraiment, comme tu le dis, ouais, c'est dans l'expérimentation qu'on se rend compte. Donc soyez un peu curieux et menez des expériences, toujours dans la joie et la bonne humeur. Bon, magnifique. Bon, mais je crois que ça me paraît être bien pour un peu pour clôturer un petit peu cette discussion. Avant qu'on termine, est-ce que tu as des actualités, enfin des choses. Alors bon, je mettrai des liens vers des différents sites, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager plus particulièrement ou bien... Alors là, le plus chaud, là en ce moment, on est à 3 mois du 5e congrès Innovation et l'éducation. Ah oui. Qui se tient à Bordeaux le 18 et le 19 février. Oui. Voilà, donc la billetterie est encore ouverte. Oui. Donc si vous voulez prendre vos billets et venir à notre rencontre, c'est avec grand plaisir. C'est un congrès qui est dédié au monde de l'éducation. Donc il y a beaucoup d'enseignants, de professionnels de l'éducation, de parents et de futurs parents en fait qui viennent. Il y a 10 conférences et 2 débats autour de plein de domaines dans le monde de l'éducation. Ça porte bien son nom, c'est l'innovation de l'éducation. Donc on essaie d'éclairer et de montrer tout ce qui peut exister autour de nous pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Voilà, c'est très court, c'est 2 jours, il y a 700 personnes qui viennent, un peu partout de la France, mais aussi d'autres pays. Donc c'est un beau point de rencontre pour se rencontrer. On parlait de valeurs tout à l'heure avec des gens qui partagent des valeurs communes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus chaud. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est assez fou, en fait, ce que je suis en train de vivre là depuis maintenant 7 ou 8 mois. Parce que je suis en train d'écrire des livres. Et je suis dyslexique et dysorthographique, donc c'est très challengeant. Alors, je précise que je ne suis pas seul, hein, parce que je crois que je n'y arriverai pas. Donc, il y a eu un copywriter qui m'a bien aidé pour structurer en fait toutes mes idées et mettre tout sur papier, j'ai envie de dire. Et là, je travaille avec une collègue qui repasse derrière en fait pour m'aider encore à bien tout restructurer, quoi. Donc c'est un grand travail, ouais, c'est un gros travail et je suis très content de ça. C'est voilà. Donc ce premier livre, c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, sortira en juin 2023 auprès de la maison d'édition Erol. Et c'est un premier livre où j'essaye du mieux que je peux de transférer un peu ce dont on vient de parler, parce qu'à un moment donné, je parle aussi de sexualité et de couple. Tout ce que j'ai appris ces 30 dernières années, parce que je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir commencé tôt mon chemin en connaissance de soi. Ouais. Donc, j'essaie de transférer du mieux que je peux sur papier, voilà, tous les fondamentaux, tout ce qui me paraît vraiment fondamental pour être un être épanoui, donc un esprit sain dans un corps sain. Et un livre n'était pas suffisant, donc du coup, je penche sur un deuxième livre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc voilà ce qu'il y a de plus chaud. Sinon, on va dans un moteur de recherche, on tape Julien Perron, P-E-R-O-N, et puis on tombera sur plein d'infos, quoi. Donc, notamment le merveilleux documentaire, c'est un documentaire, hein, c'est quoi le bonheur pour vous, hein, qui est vraiment, qui est super intéressant. Enfin, moi, j'adore déjà le fait d'aller rencontrer les gens comme ça. Ouais, c'était génial. D'autant plus que là, on le trouve gratuitement. On va sur YouTube, c'est quoi le bonheur pour vous sur YouTube et on tombe dessus. Ça a été une aventure extraordinaire, hein. Vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on peut peut-être, je vais dire, conclure là-dessus, je sais pas, mais ça me fait penser au domaine de l'intuition. Je t'explique pourquoi, c'est que tout ce que je fais depuis que je suis tout petit et donc dans mes activités professionnelles, je le fais de manière purement intuitive. Moi, j'ai 0 diplôme, hein. Donc, je suis dyslexique et dysorthographique. J'ai commencé mon activité dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris. Oui. J'y suis resté 10 ans dans ces 10 mètres carrés. Et je peux dire, 10 mètres carrés, c'est pas grand. Non, à l'époque où j'ai créé mon entreprise, j'avais pas d'argent. Ouais. Et j'ai réussi à créer ce que j'appelle ma vie de rêve. Ouais. Et quand j'ai commencé à me lancer dans l'initiative de faire C'est quoi le bonheur pour vous, je n'étais pas parti pour faire un film parce que pour moi, réalisateur de film, c'est des budgets à des millions et des millions d'euros, c'est un métier. Enfin voilà, c'était inimaginable en fait pour moi de faire ça. Donc au départ, moi c'était juste j'interviewais les gens. Cette question m'a porté. Je trouvais ça génial de poser cette question à des gens. Je trouvais ça trop bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que je publiais les vidéos, j'avais des commentaires de gens qui me disaient « Ah merci, ça a généré un déclic, c'était génial d'écouter telle et telle personne. » Et donc, du coup, ça m'a continué à motiver à interviewer les gens.
J'en ai interviewé 1500. Mais j'avais pas forcément l'idée de faire un film. Et puis à un moment donné, intuitivement, au bout de 4 ans, j'étais fatigué de me voyager partout et de poser ces questions à des gens. Je me suis dit, bah tiens, si j'en faisais un film. Alors que t'imagines, j'ai pas les diplômes, j'ai rien, etc., pas d'argent, rien. Et bah finalement, tu vois, je me suis lancé dans l'initiative et j'ai réussi à créer ce film avec Laurent Quérin. Et jusqu'à présent, on en est à 2 millions de spectateurs quand même qui ont vu le film. Moi-même, j'ai été dans plus de 300 salles de cinéma à l'époque pour débattre, tu sais, après le film. Et j'aurais jamais imaginé ça. Là encore, demain, je pars dans une salle de ciné à Nancy qui projette le film C'est quoi le bonheur pour vous pour débattre. Tu vois, 5 ans après, il est sorti en 2017, ça continue encore. Et donc, je dis ça, pourquoi? Parce que je raccroche ce que je disais tout à l'heure en disant, Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Je pense qu'on peut tous vraiment incarner la meilleure version de nous-mêmes, vraiment sous condition qu'on se donne les moyens et qu'on se donne de l'énergie pour. Et c'est valable dans le couple, c'est valable dans l'amour, c'est valable dans notre vie personnelle, professionnelle, etc. Essayons du mieux qu'on peut, chacun, vraiment de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Si je suis là aujourd'hui, à voyager partout dans le monde, à inspirer des millions et des millions de personnes, c'est parce que j'écoute cette petite voix, j'écoute cette intuition et que je prends soin de moi et que j'essaie de faire du mieux que je peux dans cette direction. Donc je me dis à chaque fois, si moi j'ai réussi à faire ça alors que je suis pas un super-héros, j'ai pas une fée qui est venue au-dessus de mon berceau là en me disant toi tu vas être comme ça. Si moi je réussis à le faire, des millions de personnes peuvent le faire et le font déjà parce que moi je suis en contact avec plein de personnes qui sont un peu comme moi, on va dire. Donc on peut tous le faire. Oui. La seule condition, c'est d'essayer de faire le premier pas déjà dans un premier temps et après chaque jour de faire du mieux qu'on peut pour tendre vers cette meilleure version de nous-mêmes. Ça me paraît vraiment hyper important de conscientiser qu'on a une responsabilité citoyenne à ce niveau-là. Ah ouais. Ah ouh, là, on pourrait encore parler des heures de la responsabilité. J'adore. Ouais, alors merci, c'est vrai que c'est une super conclusion. J'allais te demander le mot de la fin, mais là, tu l'as merveilleusement mis en mots, ce mot de la fin. Donc, en tout cas, je te remercie vraiment infiniment. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. C'était vraiment très riche. Donc, j'ai aussi une bonne intuition. Voilà, moi je laisse aussi parler le cœur, c'est des coups de cœur. Donc merci. Et puis, à une prochaine fois. Voilà. Merci à toi, Fabienne. À bientôt. Bye. Tu apprécies le contenu que je partage? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre Question Podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.